Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. C'est un plaisir de vous retrouver en ce lundi 7 juin 2021. Alors, on va faire un point, comme à notre habitude, sur le contexte de marché, hein. Cela fait plusieurs jours qu'il n'y a pas eu de Good Morning Market. Et on a pris connaissance entre-temps d'une donnée clé, un événement clé. La semaine dernière, on en avait parlé, on l'attendait, et c'était le rapport NFP en provenance des États-Unis. Ce dernier s'est avéré décevant. Et donc, on a pu constater effectivement ce que l'on présageait, cette mauvaise nouvelle qui est pour les opérateurs une bonne nouvelle. Et on va voir pourquoi. Et donc, concrètement, ce rapport a montré que l'économie américaine a créé 559 000 emplois en mai, inférieur aux prévisions du marché, des prévisions qui tablaient pour 675 000. Le taux de chômage aux États-Unis est tombé à 5,8%. C'est son plus bas niveau depuis 14 mois. On a également prêté attention vendredi aux données sur le marché du travail en provenance du Canada, des données qui ont surpris à la baisse. Le taux de chômage au Canada a augmenté à 8,2% en mai contre 8,1% en avril et l'emploi a diminué de 68 000 contre une prévision de 20 000. Alors, ce sont les valeurs technologiques, hein, qui ont réussi à surperformer vendredi parce que ce rapport NFP décevant a apaisé les inquiétudes d'un tapering, d'un resserrement progressif de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, hein. C'est pour cela que cette mauvaise nouvelle, ce rapport NFP, était en réalité pour les opérateurs une bonne nouvelle et donc a propulsé le Nasdaq, notamment, hein, Wall Street à la hausse. En Europe, la semaine, hein, c'est clôturé dans le vert. Le DAX a atteint un nouveau sommet historique. Et nous avons eu également un indice PMI manufacturier au Royaume-Uni pour le mois de mai qui a donné des perspectives optimistes en termes de reprise de l'économie européenne, hein. Ce PMI manufacturier au Royaume-Uni est ressorti à 64,2 contre 62,3 attendu. On notera par ailleurs cet engagement historique, hein, de la part des ministres des Finances du G7 qui se sont mis d'accord, hein, pour mettre en œuvre un taux d'imposition minimal à l'échelle mondiale de 15% sur les plus grandes multinationales, dont notamment, hein, les GAFA, car il y a également des réformes qui visent à empêcher l'évasion fiscale des géants du numérique. Et donc à présent, tout l'enjeu pour ces ministres du G7 est de réussir à convaincre ceux du G20 et de l'OCDE pour permettre une application globale de ces mesures, donc mesures historiques. On notera d'un autre côté que la secrétaire d'État américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré lors de cette réunion du G7 qu'elle soutiendrait le plan de dépenses de Joe Biden, même s'il fait grimper l'inflation, car il est bénéfique pour les États-Unis. Janet Yellen a également déclaré qu'une légère hausse des taux d'intérêt serait bénéfique pour la Réserve fédérale américaine, mais également pour la population américaine. Donc on notera également qu'on a une donnée très importante dont on prendra connaissance, il me semble, jeudi ou mercredi, laissez-moi le vérifier. Ce sera jeudi, voilà, donc l'IPC, et l'indice mensuel des prix à la consommation pour le mois de mai. Alors si on constate une nouvelle accélération de l'inflation, ça mettrait la pression sur la Réserve fédérale américaine, encore une fois, qui serait forcée, qui pourrait ouvrir la porte dès le 16 juin, sa prochaine réunion, à un retrait progressif de son soutien monétaire à partir du début 2022. Donc, malgré ce rapport sur le marché du travail décevant qui lui permet de repousser cette discussion, ce chiffre de l'IPC, de l'inflation, pourrait relancer le débat au sein de la Réserve fédérale américaine qui pourrait s'avancer sur un prochain tapering. Donc c'est la donnée, c'est le rapport clé de la semaine prévu jeudi 10 juin à 14h30 après le NFP, c'est ce que les opérateurs attendront. Donc on continue sur le contexte de marché, on notera les crypto-monnaies qui ont dégringolé après qu'Elon Musk a posté un tweet suggérant qu'il avait perdu son amour pour le Bitcoin, hein. C'était simplement par le biais d'un émoticône de cœur brisé. Le cours du Bitcoin a chuté d'environ 5% vendredi. Ce week-end, le Bitcoin a été volatile, les crypto-monnaies d'une manière générale, et le Bitcoin a chuté sous la barre des 35 000 $, mais il est parvenu à remonter aux alentours des 36 000 $ par la suite.
Vous pouvez le constater, début de séance européenne en repli, hein, le DAX qui est en train de s'éloigner de ses sommets, de ses records historiques marqués vendredi. Donc voilà pour le contexte de marché, voilà pour le rapport clé de cette semaine. Jeudi, cet après-midi, lors du point hebdomadaire, nous allons parler justement des crypto-monnaies et de l'or. Et nous allons essayer de répondre à cette question. Est-ce que le Bitcoin peut toujours être considéré comme un or numérique, comme une valeur refuge numérique? Il faut savoir que les ETF se sont réorientés à nouveau vers le gold, face notamment à cette volatilité du Bitcoin. Et ça va être le sujet de cet après-midi. On va en parler, on va faire cette relation entre le Bitcoin et l'or. Et donc, une volatilité du Bitcoin qui éloigne les institutionnels, qui éloigne les ETF, et ces derniers sont en train de se retourner vers la valeur refuge par excellence, la valeur refuge historique, notamment contre l'inflation, qui est le métal jaune, l'or. Ce sera le sujet de cet après-midi, on va développer cela, et donc à présent il est temps de passer sur le calendrier économique qui aujourd'hui, comme tous les lundis, hein, est allégé. On a pris connaissance de quelques données en provenance de Chine, notamment la balance commerciale, les commandes d'usines en Allemagne. Et cet après-midi, hein, on aura l'indice Sensex pour le mois de juin à 10h30. De la zone euro, pas grand-chose hein, concrètement d'un point de vue du calendrier économique. Alors on va passer directement sur le compartiment action. Vous voyez le Nikkei qui est allé chercher ici cette oblique baissière qui a fait office de résistance aux alentours des 29 200 points. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que concernant les valeurs japonaises, les semi-conducteurs pèsent. Pourquoi? Car il y a une reprise de la pandémie à Taïwan. Et donc ça pèse fortement sur les semi-conducteurs au Japon. Donc un Nikkei qui pourrait être sous pression face à un retour de la pandémie dans certaines régions du monde. Le CAC 40 qui commence la séance en repli, peut-être en direction ici des 6450, hein, ça quitte June. Le DAX en retrait également, se retire de ses sommets historiques marqués vendredi. On le voit ici, vous voyez, 15 700 points. C'était très précisément, pardon, bon, déjà c'est un seuil psychologique bien entendu, mais c'est le retracement externe de Fibonacci à 161,8%, celui qu'on attendait. Alors je viens de le bouger, il me suffit de replacer mes différentes bornes. Voilà, donc 15 700 points, c'est le record historique que l'on a marqué. C'est une grosse résistance, les 161,8%, à l'image par exemple des 61,8%. Ce sont les plus gros niveaux. On n'a pas réussi à se hisser au-dessus. En plus de ça, c'est un seuil psychologique des 15 700 points. On est en train de se replier à l'heure actuelle, direction 15 600. Alors, on a le prochain gros support. On a tout de même la Kijun, mais après ça, on a les 127,2 à 15 515 points. Voilà pour le DAX, un DAX qui commence en territoire négatif, qui se retire de ses sommets historiques. Le Nasdaq, belle surperformance vendredi, on peut le voir ici, sortie de nuage par le haut. Et par contre, hein, on ne parvient pas à conserver ses gains. On se redirige vers les 13 700 points en ce début de séance européenne. Alors ici, tout l'enjeu pour la semaine à venir pour le Nasdaq sera de passer hein, cette bougie rouge qui sera un obstacle de taille. Donc voilà l'enjeu pour la Chikou-Span, ce qui nous permettrait de valider un signal d'achat. Si on passe, je pense que l'on pourrait retourner vers les précédents records historiques, ici aux alentours au-dessus des 14 000 points pour le Nasdaq. Donc ce sera une semaine décisive pour les grandes valeurs technologiques qui composent cet indice. D'un point de vue intraday, on est de retour sur le nuage. Ici, vous voyez, on avait intégré le nuage, on a refranchi à la hausse la SMA 200, et on est sorti du nuage par le haut. Et là, on est en retour sur le nuage, peut-être pour rebondir et repartir, enfin finaliser l'objectif théorique de notre double creux. Mais en tout cas, vous voyez, hein, cette projection V est une grosse résistance. Hein, elle a été atteinte auparavant. Ici, pratiquement, elle a été testée à ce niveau. Et encore un rejet ici. Donc, le réel signal, je pense, la réelle validation de poursuite haussière nous sera donnée en cas de passage au-dessus des 13 772 points, tout simplement précédente projection d'Osoda. Pour l'heure, le nuage pourrait soutenir la tendance haussière, il pourrait servir de support, de point d'appui pour les cours, et des cours qui pourraient en profiter par la suite pour repartir à la hausse.
On le voit ici en données intraday, on n'est toujours pas à l'objectif théorique du double creux, objectif théorique aux alentours des 13 900 points. Voilà le double creux que l'on avait largement abordé. S&P 500 également en retrait ici aux portes, hein, il est aux portes de ses records historiques en données journalières. Attention, vous voyez ce trou d'air. On a tout de même eu un beau signal, on a traversé le nuage par, ce n'est pas un twist, mais c'est une faiblesse de nuage, un signal qui avait été validé dans la foulée. Après la validation du signal, on a tout de même gagné ici 0,5% et on se replie pour le moment. Gros support, la zone des 4200 à 4210. Si ce niveau cède, on pourrait s'écrouler en direction des 4190. Ici, chercher ce nuage, cette faiblesse de nuage. Donc prudence, hein, tout de même. Le S&P 500 n'est pas rassurant en données H1. Alors on aurait dû commencer par les données H4. Vous voyez, hein, même ici, nous avons un certain trou d'air. On retrouve ces 4210 jusqu'aux 4200, hein, qui serait une grosse zone de support à sauvegarder pour envisager une poursuite haussière. Concernant le S&P 500, le Dow Jones également en retrait, 34 660 points environ. En données H4, un nuage en support qui se retrouve aux alentours des 34 550 points. On est en train de se diriger vers la Tenkan. Alors, encore une fois, à l'image du Nasdaq, hein, on est allé chercher une projection d'Osoda qui avait déjà été atteinte précédemment, celle qui avait finalisé cette percée haussière. Et on n'arrive pas à se hisser au-dessus. On n'arrive pas également pour le Nasdaq à se hisser au-dessus de la précédente projection d'Osoda. En données H1 également, on a les 34 600 points. Ce sera le seuil psychologique à surveiller en cas de poursuite du repli. Le Russell 2000 est en train de tenter de sortir par le bas de son nuage. Attention, attention. Donc visiblement prudence, hein, à Wall Street en ce début de séance européenne. Voilà le signal et la validation qui pourrait nous parvenir dans l'immédiat. Donc c'est à la clôture qu'on sera fixé dans 11 minutes. Alors là, je suis sur du 30 minutes, hein. C'est un signal de très court terme. Mais vous voyez, ce signal pourrait également intervenir en données H1. On est déjà sorti par le bas, on attend la validation. Donc il y a un signal de court terme ici sur le Russell 2000. Alors très rapidement, qu'en est-il en données H4? On a un trou d'air. On pourra aller chercher les 2260 points. Prudence sur les indices américains à Wall Street, il faut qu'ils parviennent à se reprendre, il faut qu'ils sauvegardent chacun de leur côté certains supports pour espérer une poursuite haussière. Alors le Bitcoin, hein, grosse volatilité. La semaine dernière, on peut le voir, hein, cette mèche supérieure. Il parvient tout de même à se hisser aux alentours des 36 000 dollars. Alors ici, on est dans une figure, on est en train de consolider. Et la sortie de cette figure nous dictera la prochaine tendance. Soit on en sort par le haut, soit on franchit cette oblique baissière. Et donc dans ce cas-là, c'est un retour aux 43 300 avant les 47 500 dollars. Soit on en sort par le bas. Et donc effectivement, la dégringolade du Bitcoin pourrait se poursuivre, hein, en direction des 30 000 dollars, voire plus bas, 29 000 dollars. Et donc ce sont les récents plus bas. Donc prudence, hein, pour le Bitcoin qui ne parvient pas à se hisser, grosse volatilité. Elon Musk a encore frappé, hein, ce n'est pas la première fois qu'Elon Musk agit par le biais de Twitter sur le Bitcoin. Alors précédemment, il était donc à l'origine de hausse, de ruée vers le Bitcoin, et maintenant c'est l'inverse. Donc Elon Musk qui retourne sa veste et qui lâche, se désolidarise du Bitcoin. Alors ici, souvenez-vous, en hebdo, on a vu un signal. Le signal marche toujours, hein. Il faudrait qu'à la clôture, il faudra attendre la clôture, il faut que la Chikuspan soit toujours désengagée. Pour le moment, c'est un pullback vers le nuage en ce début de semaine et on pourrait assister à des progressions par la suite. Alors en dessous des 1900 dollars l'once, hein, on a eu certaines volatilités, hein. On a évolué en dents de scie sur le métal jaune dernièrement. Et ce n'est pas fini pour le métal jaune, étant donné qu'on a, donc l'IPC qui sera publié jeudi. Et donc l'inflation revient encore une fois sur le devant de la scène. Et donc volatilité sur le gold, volatilité sur le dollar et les rendements du 10 ans américain, mais également les valeurs technologiques. Alors, repli pour le moment, ça ne nous en dit pas plus en données journalières, hein. On connaît les prochaines résistances en cas de reprise haussière. Ici, vous voyez,
on ne sort pas du nuage pour le moment, on en est sorti hein, précédemment, mais il n'y avait pas eu de validation du signal. La Chikou n'est pas sortie du nuage hein, de son côté. Et donc là, on est à l'équilibre en 2H4. Il faut attendre un signal validé par la Chikou. Donc pas grand-chose d'un point de vue Ishimoku. La tendance de fond est indiscutablement haussière, hein, on peut le voir ici. D'un point de vue chartiste, c'est haussier. Bon, alors mon canal n'est pas très précis, mais on le voit clairement, la tendance est haussière. On est allé chercher la borne inférieure de ce canal ascendant, on a rebondi dessus. Il n'y a pas eu de réel signal, que ce soit de signal chartiste, car pour cela, il aurait fallu une cassure de la borne inférieure, ou de signal Ishimoku validé, car pour cela, il aurait fallu que la Chikou-span sorte par le bas du nuage. Donc, tendance de fond haussière, peut-être même un bon point d'achat ici, hein, sachant on n'est pas passé en dessous des 1850 $, on n'est pas sorti du canal haussier, on n'a pas validé le signal. Alors le silver, lui, avait bien validé un signal, par contre, il parvient à sauvegarder, à se maintenir au-dessus des 27,30. Le nuage a fait office de résistance, et bon, alors ça reste mitigé, hein, tout dépendra bien entendu des données de jeudi. Le pétrole, lui, n'a laissé aucun doute. La discipline des pays membres de l'OPEP+, a soutenu le marché. Un pétrole qui est allé marquer des sommets post-pandémiques. Nous sommes à l'heure actuelle sur le WTI au-dessus des 69 dollars le baril. On est même allé chercher la barre des 70 dollars le baril. On en a beaucoup parlé de ce niveau-là lors des vidéos matières premières et fondamentaux. Vous voyez, en données intraday, canal haussier. Effectivement, hein, depuis la cassure de ce niveau, c'est ce niveau que l'on surveillait en début de semaine dernière. Depuis la cassure, s'est mise en place une petite tendance haussière qui nous a amené jusqu'aux 70 dollars le baril. On est légèrement au-dessus des 69 à l'heure actuelle. La reprise économique également soutient ce marché-là, le marché de l'or noir. Vous voyez le Brent, un Brent à 71,30 $ qui est allé chercher les 72,30 pratiquement. Sous résistance des 71,40 hein, donc tendance haussière également pour le Brent depuis le franchissement des 70 dollars. Le blé, on a une reprise haussière pour le blé. Alors même si on se replie, hein, il y a eu un gros gap haussier qu'on est en train de combler, pratiquement combler. Le nuage fait office de support et notre point C était bien là. Donc reprise haussière pour le blé. Il faut tout de même s'affranchir de notre Kijun et donner un signal. Donc il faut passer au-dessus des 700 cents le boisseau. Et là, on pourrait espérer un retour au précédent sommet aux alentours des 765. Et si on venait à franchir hein, ce point B, là, dans ce cas-là, effectivement, l'objectif à réaliser est très éloigné. 895 aux portes des 900 cents le boisseau pour le blé. Donc ça commence à sentir bon ici hein, pour le blé qui avait donné de gros signes de faiblesse récemment. Le blé qui parvient à se reprendre, mais attention, l'idéal, hein, concrètement, le meilleur des scénarios techniques pour les haussiers sur le blé serait une clôture au-dessus de la Kijun, au-dessus des 702. Là, c'est signal d'achat parce que sortie de nuage par le haut. Et vous voyez, la Chikou-span a une certaine marge de manœuvre. On a une grosse marge de manœuvre, même jusqu'au 727, 728 cents par boisseau. C'est pratiquement 5% de hausse envisageable pour le blé. D'un point de vue intraday, ici, on a franchi le nuage d'un point de vue H4. Et vous voyez, ce retracement de Fibo à 38,2% de cette précédente hausse. Hein. D'ailleurs, on pourra en tracer un nouveau, ce serait, je pense, le mieux, c'est ce qu'on va faire immédiatement. Mais vous voyez, sortie de nuage par le haut, attention à la Chikou qui intègre le nuage et qui a tout de même du mal. Alors ici, concernant les retracements de Fibo, on va tracer un nouveau retracement que l'on va mettre d'une couleur différente afin de les différencier. Vous voyez, hein, c'est le retracement de 50%. Donc je peux supprimer celui-ci à présent, hein, car j'ai eu un nouveau creux, creux qui a été validé. J'ai un nouveau mouvement baissier que je suis en train de retracer. Donc vous voyez un petit peu la philosophie. Vous voyez d'ailleurs les 38,2%. On a pu les franchir par un gap breakaway, un gap de rupture. Donc très intéressant ici. Franchissement des 700. Direction les 717, retracement de Fibo à 61,8%. Voilà pour les matières premières, on passe à présent sur le marché d'échange. Beaucoup de choses également avec un billet vert qui s'est effondré littéralement suite à la publication du rapport NFP. Donc un billet vert qui s'est effondré au contact de sa Kijun pour aller chercher sa Tenkan.
Vous voyez ici en données intraday, hein, on a invalidé les 90-400, le nuage a fait office de support et le billet vert tente de se reprendre à l'heure actuelle après avoir marqué un creux suite au rapport du NFP. Bien entendu, cette baisse du billet vert a permis à l'euro-dollar de rebondir sur sa Kijun, hein, de la même manière que le dollar index s'est replié sur sa Kijun. Hein. Vous voyez cette configuration qui est pratiquement asymétrique, si je puis dire, symétrique, pardon. Donc rebond sur la Kijun 1,2150, 1,2156 à l'heure actuelle. S'il y a une reprise du billet vert, c'est retour à la Kijun hein, dans l'immédiat concernant l'euro-dollar. Et ce qui va compter hein, cette semaine, vous voyez ce que nous avons également, la BCE. Donc jeudi, ce sera vraiment la séance des séances. Entre l'IPC aux États-Unis et la BCE 13h45 et la conférence de presse tant attendue à 14h30. Attention à cette séance, ce sera une sacrée séance hein, ce jeudi 10 juin. D'un point de vue intraday, voyez la reprise de l'euro-dollar suite au repli du billet vert. On ne parvient pas à intégrer le nuage. On baisse petit à petit hein, avec cette reprise du dollar index qui se reprend petit à petit également. AUD-USD, rien à signaler. GBP-USD ici, ça ne franchit pas des sommets. Hein. On est en train d'osciller entre hausse et baisse pour le moment. 1,4132. On garde en tête tout de même cet éventuel scénario de double top qui reste d'actualité tant qu'on ne parvient pas à s'installer au-dessus des 1,4245. D'un point de vue intraday, on est sorti par le bas du nuage une première fois. Signal validé, mais faux signal tout de même. On en ressort une seconde fois, on attend peut-être la validation. Hein. GBP-USD pour le moment ne parvient pas à trancher. GBP-NZD, on est de retour sur l'oblique baissière, encore une fois, et on échoue à son contact. Vous voyez, c'est la troisième fois que l'on échoue à ce niveau-là. Pour le moment, d'un point de vue technique, perspective baissière, peut-être en direction de la Kijun, les 1,9470. Et on a un gros support, un 95-85 ici, à aller chercher. Euro AUD, toujours rien, on s'est tout de même replié, on s'éloigne hein, de l'objectif théorique. NZD-USD, ici, d'un point de vue journalier, on est revenu sur la SSB et le retracement de Fibonacci à 50%. D'un point de vue H4, on est repassé pendant un court instant en dessous de cette oblique baissière pour se rehisser au-dessus. Statu quo pour le NZD, USD, USDN, on est toujours dans l'enceinte d'un canal haussier que l'on a tenté de franchir, hein, vous voyez ici, mais ça a été rejeté, on est allé à l'intérieur de notre nuage. Et donc sur ce, le Good Morning Market touche à sa fin, je vous donne rendez-vous un peu plus tard pour aborder l'or et le Bitcoin, notamment, ce sera le focus de la semaine. On va également parler, bien entendu, du marché action. C'était un plaisir de vous retrouver. On est prêt à attaquer cette semaine, une semaine chargée avec l'IPC, la BCE. C'est surtout jeudi, hein, ce sera la séance clé de cette semaine. Merci à toutes et à tous. Très bon début de semaine et à plus tard pour la vidéo hebdomadaire. Au revoir.